Finalement, le programme fait presque le travail à ma place sur une bande-annonce intéressante. Cédric Villani, mathématicien, veut remettre la science au cœur de l'ADN européen. Comment compte-t-il s'y prendre? Je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu hollywoodisé là, mais enfin, la science est dans le cœur de l'ADN européen. Le tout, c'est qu'elle n'en parte pas. Ok, alors peut-être je commence avec c'est votre question là où j'étais le jour de la chute du mur. Écoutez, moi, je crois que je vais aller prendre un café. Non, Ouais. non, pas forcément par ça. Voyez-vous, moi j'avais envie qu'on parle des sciences vraiment, de la science, parce qu'il y a un terrible décalage. On en parlait l'autre jour quand on s'est rencontrés, sur le fait que on a l'impression comme ça que les sciences, la science, c'est quelque chose voilà, qui est mis sur le côté, que ça n'a pas d'importance, que ça n'a pas d'intérêt. C'est un peu comme la culture, comme ces notions-là. Et on s'aperçoit que tout ce qui concerne la pédagogie, la vulgarisation scientifique, tous les projets médiatiques en ce sens, une émission de télé, une émission de radio, même parfois un film, des publications, ne trouvent pas un public spécialisé, puisque le public spécialisé par définition les suit, mais dès qu'il s'agit de vulgarisation, c'est un grand succès populaire. Il y a là, je trouve, un décalage énorme. Ouais. Alors, on va justement dire que si quelque chose pendant les 25 dernières années, il y a eu une conscience de plus en plus affirmée que la science joue un rôle fondamental dans notre vie de tous les jours, que ce soit l'invasion de la technologie, que ce soit les révolutions dans le domaine de l'économie, dans tout. Et un très haut niveau de respect, de confiance qui est maintenu aux scientifiques. Et entre les différentes catégories de personnes, les scientifiques sont parmi ceux qui sont le plus haut en termes de confiance quand on interroge les Européens. Et politiques sont tout en bas de l'échelle. Sont ceux en lesquels, dans les sondages, les gens ne font pas confiance. Et les scientifiques sont ceux auxquels les gens ont confiance. Et puis, ce sentiment que c'est un domaine de spécialistes. Et on voit en même temps, et c'est très net sur les dernières décennies, le déclin de du nombre de ceux qui se lancent pour eux-mêmes dans la carrière. Donc l'idée que c'est plutôt pour les autres. Et puis, paradoxalement, dans le même temps, et vous avez raison d'insister là-dessus, Eric, le fait que chaque fois qu'on organise des activités destinées au grand public, qui parlent de science, qui parlent de la recherche scientifique, de comment ça se passe, ça rencontre un très grand succès. Et il n'y a pas longtemps, on voyait des gens se passionner pour le boson de Higgs, alors que c'est quelque chose dont aucune conséquence pratique n'est attendue de notre vivant, c'est même pas explicable pour le commun des mortels. Il a fallu que je me fasse longuement expliquer les choses par un astrophysicien de Princeton pour que je comprenne enfin où était l'importance de cette observation. Et on voyait que les gens étaient passionnés par ce qui se passait dans le CERN, par cette idée d'aventure, cette idée de projet commun et de lutte contre l'adversité. La science, c'est quelque chose qui a la vocation de passionner, et on a loupé quelque chose au niveau de la communication sur ce sujet dans l'ensemble, en cantonnant en particulier culture scientifique comme si c'était un domaine spécialisé. On a loupé quelque chose sur la possibilité d'avoir des vocations. On a aussi loupé quelque chose dans le projet politique européen. La science est quelque chose qui peut aussi être utilisé à des fins politiques. Le fait de bouger pour ces études scientifiques, le fait de discuter, ça participe au sentiment européen. Quand vous interrogez les scientifiques, pour eux, l'Europe, c'est une évidence que ça doit se faire de manière intégrée. C'est même pas ils se demandent même quelle est la question. C'était encore ce matin dans le RER, je rencontre un de mes collègues d'Orsay, je lui parlais de cette journée, il m'avait dit évidemment, mais tout le monde le sait qu'il faut aller vers plus d'Europe. Chez les scientifiques, tout le monde le sait. À l'extérieur, non. Et le fait d'insister là-dessus, c'est quelque chose qui aurait dû être plus utilisé politiquement, y compris dans le discours sur ce qui se fait, la science au niveau européen. Le CERN, j'ai appris, et c'est le premier qui m'a mis la puce à l'oreille là-dessus, sur cette façon-là, c'était le président Barroso. Le CERN est né d'une grande volonté politique fédéraliste, avec des scientifiques qui avaient cette vision de scientifiques européens, travaillant tous ensemble pour le bien de l'Europe.
Et l'Union européenne ne communique jamais là-dessus, jamais sur cet aspect-là. L'Union européenne n'a pas grand-chose à voir avec le CERN aussi. L'Union européenne n'a plus à voir avec le CERN, en tout cas le projet, mais l'Union européenne a pour objectif d'aller vers une Europe citoyenne intégrée et chère au cœur des citoyens. Alors ça, c'est terrible ce que vous dites là, parce que si on prend le CERN, on peut prendre aussi le cas de l'Agence spatiale européenne. Tout ça, ce sont des structures importantes qui font la fierté de l'Europe, mais qui n'émanent pas de l'Union européenne, qui émanent justement de professionnels. Alors, l'Agence spatiale européenne, grande réussite, extraordinaire ce qu'ils font. Il n'y a pas longtemps, un loupé qui était dû à une sous-traitance russe. Hein. Mais l'Agence spatiale européenne, c'est vrai en plus. L'Agence spatiale européenne, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait avec des réussites remarquables. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Non, mais c'est le fait que ça ne vienne pas de l'Union européenne. Ce n'est pas l'Union européenne. Et dans la science européenne, parmi les institutions qui s'occupent du financement de la recherche européenne, les plus respectées et les plus efficaces, c'est certainement le European Research Council, les bourses du European Research Council. Et ça a été construit au départ comme une initiative destinée à se démarquer de l'appareil administratif scientifique qui était mis en place par l'Union européenne. Ici, il y a un vrai enjeu. On peut dire que l'Union européenne a échoué pour l'instant à gagner la confiance des scientifiques européens en tant qu'organisation, en tant qu'entité qui organise les choses. Alors, ce relais entre le scientifique et le politique. Alors, il y a des questions de communication derrière. Il n'y a pas longtemps, le président Barroso, pour sa sortie, a organisé un grand congrès à Lisbonne dont le thème était la science et l'avenir de l'Europe. Qui dans la salle en a entendu parler de ce congrès à Lisbonne? Dans l'esprit du président Barroso, c'était son grand feu d'artifice de sortie et ce qui allait célébrer. On en a discuté longuement. J'étais dans son conseil scientifique et j'ai pas vu une ligne dans les journaux. Il y a quelque chose d'étonnant. On ne sait pas si c'est une question de façon de communiquer, si c'est une question d'adresse, une question d'organisation. Et pour l'instant, l'Europe a loupé ça. Je ne vais pas encore tirer à la Kalachnikov sur ma profession, mais il y a aussi certainement un peu des deux. C'est-à-dire que les journalistes, ils sont aussi pas tellement intéressés. C'est aussi pour ça qu'on ne voit rien. De toute façon, ces deux problématiques entrent en corrélation. Vous dites avoir participé au conseil scientifique, ce qui prouve bien que dans l'idée de l'Union européenne, il y a un conseil scientifique. On fait appel à vous et à d'autres spécialistes dans ce domaine d'activité pour réfléchir à quelque chose. Vous formulez des idées. Ce conseil accouche de résultats. Manque de branchement opérationnel, encore une fois. Oui. Alors, effectivement, j'ai été pendant quelques années dans ce conseil scientifique du président Barroso. Et je crois, d'abord, c'était un conseil de très haut niveau, avec des scientifiques absolument remarquables. J'étais heureux de les rencontrer. C'était très cosmopolite, hein, tous ensemble. Et de très loin, c'était le conseil le plus lourd en règles et en procédures que j'ai jamais vu. Et pourtant, j'en ai fait des conseils scientifiques. Et savoir ce qu'on a réussi à faire, je ne peux pas vous répondre. C'est pas clair pour moi. C'est pas clair pour moi. On a eu effectivement des propositions qu'on a faites et tout ça. Je n'ai pas connaissance d'une seule de nos propositions qui soit arrivée à terme. Et c'est un peu terrible que j'en sois. Alors pour quelle raison? Je ne saurais pas vous dire. C'est le relais entre la bonne volonté qui est manifestée au plus haut niveau, il était très clair que le président Barroso se soucie des sciences et que ça lui tient à cœur, et l'articulation qui va avec. Ça se niche des fois dans la marge de manœuvre, ça peut se nicher dans les tensions politiques. Dans la bureaucratie. Ça peut se nicher dans la bureaucratie. Je me souviens d'avoir entendu, et ça m'a marqué, le directeur général de l'Institut des hautes études scientifiques, Emmanuel Herman, hein, l'ancien directeur de l'IHES et maintenant le président du European Research Council, c'est Jean-Pierre Bourguignon. Son mandat a été marqué par un blocage au début pour des raisons purement administratives qui a duré plusieurs mois. Et son directeur général, je me souviens de l'avoir entendu dire un jour, l'Europe, il faut s'en méfier comme de la peste. Quand vous avez un directeur d'un institut qui, la terre habituelle de prix Nobel et médailles Fields, connu internationalement avec une réputation mondiale, qui vous dit ça, vous dites il y a quelque chose qu'on a loupé là vraiment. Et évidemment, ils se sont pris un audit de la Commission européenne, ils se sont pris un redressement fiscal. Finalement, c'était faux, il y avait eu une confusion de chiffres, quelque chose comme ça, mais en tout cas, ils ont dû embaucher un avocat pour répondre à la Commission. Ils ont été paralysés pendant quelques mois. C'était très dur. Il y a les questions de poids bureaucratique, elles sont réelles. On les voit à tous les niveaux. Il n'y a pas longtemps, j'étais invité à donner une conférence à la Commission européenne pour les personnels.
sujets mathématiques et poésie, c'est le genre de thématique sur lequel j'interviens parfois. J'étais un peu embêté de voir que c'était pris assez à la légère par l'administration. Bon, c'est juste un petit divertissement, ok. Bon, je ne veux pas être méchant, mais il faut, parmi les sujets sérieux, sciences et culture, il y a des sujets plus sérieux. C'est là où on vous a dit c'est pas charmant, ça va être une récréation. C'est une petite récréation, oui, bon, Ouais. bon. Voilà, alors Non, mais ça pointe bien c'est pas qu'une simple petite anecdote, vous êtes peut-être mal à l'aise avec ça, mais ça pointe bien, non pas la condescendance, mais enfin le décalage. C'est un peu le prof de musique en conseil de classe qui se fait railler par le prof de français, quoi. C'est un peu ça. Ouais. La musique, ça, c'est important. Ça fait partie de l'ADN, justement, européen et tout ça. C'est bien pour ça qu'on insiste beaucoup sur ces questions culturelles. L'Europe, c'est pas juste des chiffres et de l'économie, c'est aussi, et pour les citoyens, c'est ça qui est si important, la culture, le cadre de vie et tout ça. Et j'ai reculé finalement en voyant la liste de démarches administratives pour faire cette conférence, de loin la plus lourde que j'ai jamais vue. Et quand 3 semaines avant, j'avais toujours pas rempli le document, on m'a dit qu'il était trop tard parce qu'en 3 semaines, c'était impossible de compléter les démarches administratives qui allaient mener à la possibilité de m'inviter. Là, ça vous laisse rêveur et c'est un europhile convaincu qui vous parle. Dans le même temps, une très grande boîte de l'industrie française me recrutait pour faire un exposé devant certains de ses cadres à la rentrée. Et la formalité administrative préliminaire avait duré exactement 30 secondes. Ils m'ont proposé un montant et s'ils étaient d'accord, ils disaient c'est bon, on verra le reste après la conférence. Et alors en même temps, quand vous interrogez, évidemment, j'ai râlé. On était 2 à vouloir faire cette conférence. J'étais à Paris avec une romancière. On a râlé. On a dit mais qu'est-ce que c'est ça? Et ils nous ont répondu on est coincés. Les lois nous interdisent de faire autrement. On fait rien d'autre qu'appliquer les lois et la liberté que nous laissent les États membres, c'est-à-dire essentiellement rien. On n'a même pas le droit. C'est une forme de consensus en fait. On n'a même pas le droit. Voilà, on n'a même pas le droit, dit-il, d'ouvrir une ligne correspondant à votre budget avant d'avoir reçu la preuve que vous existez, un document administratif à l'appui. Donc il y a un cercle vicieux. Tant que les États membres ne donnent pas de marge de manœuvre à l'Europe, l'Europe reste bureaucratique. Tant qu'elle reste bureaucratique, il n'y a pas la confiance des scientifiques et ainsi de suite. Et pourtant, je vous cite, l'Europe est un terrain de jeu inégalé pour les scientifiques. Ouais. Qu'est-ce qu'on va dire sur l'Europe en tant que... non mais pourquoi déjà? L'Europe, ça a géré, évidemment, on l'a déjà dit, l'Europe c'est divers, c'est varié, c'est riche histoire et c'est beaucoup d'expérience. Terrain de jeu pour un scientifique qui se forme, c'est extraordinaire. Moi, j'en ai profité, même si je n'étais pas Erasmus, j'étais dans les programmes européens de mobilité des jeunes, très important. C'était pas beaucoup d'argent, mais c'était beaucoup d'obligations de mobilité. Et on voit a posteriori comme ça a profité. J'ai fait parmi mes premières découvertes importantes. Il y en a qui ont été faites en Italie, il y en a qui ont été faites en Allemagne. Et le fait de devoir bouger un peu partout, c'était extraordinaire. Également, l'Europe, c'est une force de frappe extraordinaire en termes scientifiques et surtout en termes de production de cerveau. Il faut bien prendre conscience qu'autant la technologie varie à grande vitesse, et on le voit comme ça a varié de manière phénoménale sur les 25 dernières années. Hein. Quand vous voyez comment c'était il y a 25 ans, vous avez l'impression dans notre monde, dans les habitudes de la recherche. Il y a pas longtemps, je me suis replongé dans ce monde-là en préparant un exposé sur l'étude de ce fameux cas qui était le cas la tragédie de la fin des années 80, l'affaire de la mémoire de l'eau en France. Et on a l'impression dans d'autres mondes quand on voit les échanges scientifiques de cette époque-là. Le fax, la façon, les protocoles, tout a changé. Mais les rapports entre pays, le fait que tel pays est plus ou moins fort sur la scène internationale en termes de recherche et de formation, ça change très lentement. Très très lentement. Il faut beaucoup plus de temps pour construire un système de recherche performant que pour redresser une économie. Et on voit des tas d'exemples dans le monde de systèmes de pays qui ont une économie flamboyante récemment et qui n'arrivent pas à mettre en place un système de recherche performant. Et à l'inverse, des pays qui ont un système de recherche excellent, dont l'économie tombe en ruine et qui continuent à produire des chercheurs excellents qui vont s'expatrier ailleurs. Les États-Unis ont abandonné, en un certain sens, cette idée de former les bons chercheurs. Il y a une campagne d'importation massive qui marche extrêmement bien, mais qu'on pourrait considérer comme dangereuse. Et c'est uniquement sur l'apport c'est en très grande partie sur l'apport asiatique et dans une moindre mesure sur l'apport des pays de l'Est que se construit la recherche américaine aujourd'hui. Et les écoles de formation, elles continuent encore, même dans les économies en ruine, même. Par exemple, on regarde l'Italie, qui est
le pays où le contraste est le plus fort en Europe peut-être entre la qualité de la recherche qui est produite et l'asphyxie des universités qui n'arrivent pas à recruter leurs éléments. Le pays européen, certainement, dans lequel la fuite des cerveaux, l'un des pays dans lequel la fuite des cerveaux est le plus douloureuse. Donc, vous déconnectez sciemment la recherche de l'économie. Pourtant, on pouvait penser que la science, pouvait être l'avenir de l'Europe, parce que justement, elle pouvait être facteur de développement économique. Elle est facteur énorme de développement économique. Quand même. Absolument, bien sûr. Récemment, même là où on ne l'attend pas, récemment, une étude de Deloitte estimait que dans la valeur ajoutée de l'économie anglaise, la part de la recherche en mathématiques était de 16%. Rien qu'en mathématiques. Hein. La part de la science dans les économies est plus forte aujourd'hui, certainement, que ça n'a jamais été. Et c'est pour ça que c'est bien une affaire économique. Mais Et ce sont les laboratoires eux seuls qui provoquent justement cet appel d'air? Non, les laboratoires en partie, les laboratoires de recherche, les industries, la jonction entre les deux, le transfert, tout ce qu'on va regrouper sous le vocable d'innovation, recherche et développement. L'Europe, entre parenthèses, n'arrive toujours pas à ses objectifs affichés il y a longtemps déjà, ça doit faire 15 ans, stratégie de Lisbonne et tout ça, sur 3% d'efforts du PIB en recherche et développement. Et on voit que l'Europe, pour l'instant, n'est pas arrivée à globalement gérer de bonne manière cette économie de la recherche. Mais la production reste excellente, la gestion de l'économie ne l'est pas. Prenons quelques exemples. Recherche française en économie, top niveau. Pas longtemps, le FMI a sorti son classement des 25 jeunes économistes qui feront le monde de demain. 7 Français sur les 25. 7 Français. Sur les 7, 5 font carrière aux États-Unis. L'un a eu le prix Nobel il n'y a pas longtemps, c'est Tirole, et encore un autre, c'est Piketty. Donc ça doit nous interpeller. C'est extraordinaire qu'on n'arrive pas à avoir les écosystèmes qui font que ces grands chercheurs économistes ils vont rester en Europe. Prenons un autre exemple. Les pays de l'Est. Il y a 25 ans, c'était la chute du mur. À peu près en même temps que le mur s'est écroulé, tout l'écosystème scientifique des pays d'Europe de l'Est s'est écroulé aussi. En Russie, en ex-Yougoslavie, un peu partout, c'était une économie qui était basée en grande partie sur l'intervention directe de l'État, un niveau très fort, sur le conglomérat avec la défense, et sur le fait que c'était la seule possibilité pour les jeunes brillants de s'échapper du rideau de fer, le fait de faire des grandes carrières scientifiques et de voyager. Ces 3 facteurs ayant disparu, toutes les universités se sont retrouvées en quasi-faillite et il y a une très grosse production de jeunes brillants scientifiques en Europe de l'Est qui demandent preneurs. Il y a 20 ans, quand j'étais à l'école normale supérieure, les jeunes Roumains, on les voyait faire leurs études avec nous, ils étaient brillants. Maintenant, ils partent aux États-Unis. Il y a eu une vraie compétence mise en œuvre par les États-Unis, leur faculté extraordinaire d'attirer et d'accueillir les meilleurs avec des méthodes souples, pas basées sur des règles, pas basées sur la bureaucratie, au cas par cas, avec du contact humain, qui a fait merveille. Et avec des moyens peut-être aussi, parce qu'on parle beaucoup en Europe de la précarisation de la recherche, des subventions en baisse, dans les universités notamment. Donc c'est le cas en France, mais pas seulement, en Italie énormément, vous l'avez mentionné. C'est vrai, même si la presse a encore tendance à exagérer les choses. En particulier, la fuite des cerveaux en France n'est pas du tout aussi dramatique qu'en... Non, mais je cherche un moyen d'expliquer justement le fait que tout le monde aille vers les États-Unis. Les États-Unis sont très forts pour accueillir. Les États-Unis sont très forts pour accueillir et avec de grands moyens dans les universités, un écosystème, voilà, c'est ça. un partenariat avec le privé, une communauté, un campus américain, c'est un lieu de vie en soi. Une université à laquelle on rend des comptes, à laquelle on fait des dons et ainsi de suite. Le modèle européen, et c'est un modèle qui est partagé, ça fait partie des choses qui sont communes en Europe, outre l'importance accordée à la qualité de la formation et au contenu des formations, un des points communs des écosystèmes européens, c'est la croyance en des campus intégrés à la ville, qui sont petites universités, mais en phase, en relation avec une ville dans laquelle on trouve tout ce qu'on veut. Et puis quelque chose de beaucoup plus intégré, des distances beaucoup plus réduites, et ainsi de suite. Les Européens, ils sont tout prêts à accepter des moyens pas si mirobolants pourvu qu'ils gardent leur cadre de vie. Et on le voit d'ailleurs, les Italiens en grande partie, ça fait un apport considérable en France parce que cadre de vie extraordinaire. S'il ne suffirait pas de changer énormément les choses, les moyens sont importants, c'est vrai, les moyens, s'ils pouvaient être plus importants, ce serait bien. Actuellement, quand on regarde, c'est surtout au niveau du soutien privé de la recherche, et en particulier pour les universitaires, que le bas blesse en France. Par rapport à l'économie, pas tellement sur le côté, pas tellement du côté public. Alors,
Ce qu'on peut aussi dire, c'est que il y a quelque part la menace numéro un, c'est pas tellement le manque de moyens. La menace numéro un, c'est celle dont on parlait au tout début, la motivation des jeunes. Les universités françaises, par exemple, font un gros effort en ce moment pour se restructurer. Les temps sont durs parce que le passage aux compétences, à l'autonomie a été très difficile et organisé avec des moyens vraiment réduits. Mais leur problème numéro un, c'est d'avoir suffisamment de jeunes attirés dans les carrières. Et ça, c'est un point commun aussi à tous les pays européens. Crise de vocation, donc. Crise de vocation. Crise de vocation, c'est un peu commun à tous les pays développés, c'est quasiment systématique, on va dire, parce que quand l'économie va bien, il y a une sorte de phénomène d'embourgeoisement, je dis ça sans nuance péjorative, qui fait qu'on a tendance à privilégier des carrières plus sûres, des choses plus mises en avant médiatiquement pour soi. Et tout en admirant les scientifiques, on se dit que ce sont des carrières longues, difficiles, un manque de reconnaissance, et voilà. Et de manière générale, l'immigration joue toujours un rôle important dans renouveler le pool de scientifiques. Et les États-Unis ont joué cette carte depuis surtout le XXe siècle. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, c'était l'afflux d'Européens qui faisaient la grandeur des universités américaines. Maintenant, c'est en bonne grande partie la montée asiatique. Si vous retirez les étudiants chinois, indiens, coréens des universités américaines, le système s'écroule de soi par manque des plaisirs. Ça serait l'implosion. En Europe, on ne croit pas à ça et on croit à l'importance d'avoir un système de formation qui marche bien aussi. Avoir beaucoup d'immigration, oui, mais aussi garder un système de formation qui marche bien. Et on a beaucoup de gros efforts à faire là-dessus sur cette question de motivation. Motivation des jeunes et puis motivation des enseignants. La menace la plus grave actuellement sur l'ensemble du système pédagogique français, mais pas seulement. Cédric Villani, vos engagements personnels pour l'Europe dans les années à venir? Bon, alors d'abord, je milite évidemment au sein d'Europa Nova aux premières loges. Et puis, de manière générale, je passe beaucoup de mon temps sur cette question des motivations, des vocations. La plus grosse partie de mon activité ces dernières années, ça a été à faire des conférences un peu partout, des conférences dans la moitié des pays d'Europe, des conférences pour tout public, des conférences pour donner envie aux gens, des conférences pour expliquer ce qu'il y a de commun justement dans la science européenne. Gardez à l'esprit que toutes les grandes révolutions scientifiques historiques, scientifiques technologiques, elles sont venues d'Europe à un moment ou à un autre, y compris la révolution technologique. Au départ, c'est venu informatique, au départ, c'est venu de l'Angleterre. C'est en Angleterre que très tôt, quand on voit les archives, les documents historiques, on voit que très tôt l'Angleterre a oublié ça et s'est tournée vers les États-Unis comme si c'était de là que soufflait le vent, alors que c'était vers elle que c'était venu. Donc une question de fierté scientifique, une question de mettre en avant le modèle du chercheur comme un modèle, comme un bon cadre de vie. Et puis discuter avec les gens et participer à des programmes. Alors, il y a une petite anecdote que j'aurais bien aimé vous partager avec vous aussi, parce qu'elle est un peu provocatrice, où justement sur un de ces pays, la Serbie, il n'y a pas longtemps, je discutais avec l'ancien ministre de la science serbe. Je lui disais « Oh, c'est extraordinaire, on arrive à Belgrade, l'aéroport il s'appelle Tesla ». C'est rare, un aéroport qui a le nom d'un scientifique. On arrive, on voit cette grande fresque Serbie, pays de scientifiques, avec plein de scientifiques serbes. Il me dit, ouais, c'est moi qui ai fait ça. Je lui dis, c'est super, c'est exactement le genre de choses que j'essaie de faire partout, montrer qu'on a fierté et tout ça. Et puis il m'explique, ouais, mais maintenant qu'on a été évincé du pouvoir, tout est en train d'être détricoté par le gouvernement suivant. Et puis on parlait de ces efforts pour désenclaver la Serbie scientifiquement, et c'était remarquable. Oui, on a voulu se mettre dans tel programme, faire voyager les jeunes, on a mis cette action-là en place pour développer. Et puis, on s'est heurté à un obstacle qu'on n'avait pas prévu. La résistance des chefs de labo, de nos chefs de labo. Jamais perdre de vue, et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi en Europe, quand vous voulez aider un pays, le poids que peut avoir le mandarinat local, qui n'a pas forcément intérêt à sortir le pays, à le faire émerger le pays. Je le vois partout, j'ai des actions en Afrique, on a le même genre de problème, et là, c'était très clair, le chef de labo
en Serbie, il ne voulait pas laisser partir ses étudiants pour qu'ils aillent profiter de ce que lui-même n'avait pas pu profiter. Et le ministre, il m'explique, au début, je le faisais à l'incitatif, allez, c'est important que je ne voyage, et puis j'ai terminé façon balkanique, c'est lui qui a employé le mot, en disant, si tu veux avoir ton financement avec ton équipement, tu envoies un tel, sinon tu pourras toujours courir. Je coupe les fonds. Et c'est important aussi de prendre ce genre de choses en compte. Alors, niveau européen, vous avez de cette réagir question. comme ça, peut-être qu'au bout d'un moment, il faut aussi faire peur d'autorité pour faire passer une idée pour le bien général. Pour le bien général, il faut voir quelle est la réponse appropriée. Ça, c'est très intéressant quand vous êtes au niveau décisionnel. Une règle unique ne peut pas s'appliquer pareil à tous les pays. Ouais. Il vous faut la connaissance du terrain pour appliquer des règles différenciées et agir au cas par cas. Gouvernance européenne, comme c'est extrêmement varié, multiculturel, multilinguistique, si vous en remettez juste à des règles, ça ne marchera pas. Et pour l'instant, les États membres sont prêts à lâcher seulement des règles. Vous êtes un pro-européen convaincu, vous avez travaillé au sein du Conseil scientifique, vous faites des conférences à travers l'Europe, vous militez pour l'Europe, vous allez à la rencontre des gens. Entre le Conseil scientifique et vos activités, où avez-vous eu l'impression d'être le plus efficace dans l'action européenne ? Sur le terrain, faire des conférences. Parce que vous avez le résultat concret sous vos yeux, ou, alors, ou parce que le conseil scientifique finalement c'est pas sorti du bureau. Je pense c'est ça le problème. Le conseil scientifique, il y a le problème de l'impact. Le plus efficace en termes de partage, c'est quand vous êtes directement face aux jeunes, mais vous ne pouvez pas avoir des tas de jeunes. Il faudrait passer sa vie à parcourir l'Europe partout. Plus efficace, je pense, en termes d'action efficace et d'impact, c'est des conférences face à un public de personnes en situation de responsabilité, décideurs, politiques, industriels et tout ça. Un peu le public de type conférence Falling Walls à Berlin, pour ceux qui veulent. Ça, c'est une très belle opération Falling Walls de contact entre scientifiques, industriels, décideurs. Au départ, le projet a été monté en étant vendu aux scientifiques comme une façon de faire du fundraising. En fait, ça ne marche pas pour faire du fundraising, mais ça marche comme une très bonne interface de contact. Ça a de l'impact. Je voudrais quand même terminer pour vous faire plaisir parce que on n'a pas besoin de préparer les questions et les réponses avec vous. On vous pose des questions, vous avez une telle culture générale sur votre domaine d'activité que vous répondez sans aucune difficulté, on l'a encore vu. Mais la seule réponse, la seule question que vous avez travaillée, je le sais, vous y avez beaucoup réfléchi, donc je ne voudrais pas l'oublier, c'est qu'avez-vous fait le jour de la chute du mur de Berlin ? Eh ben, en plus, j'ai rien de spécial. Mais j'étais chez moi, c'était en terminale et quelque part les 25 dernières années. Ça correspond aux 25, depuis la chute du mur. Ça correspond aussi exactement à ma carrière de scientifique. J'ai commencé mes études supérieures juste après. Donc, j'ai rien fait de spécial le jour de la chute du mur, mais cette chute du mur, c'était pour moi le démarrage. Merci beaucoup Cédric Villani. On va prendre des questions dans la salle. Je demandais à la régie de préparer le prochain Jules Cessez-le-Feu. On a au moins 10 minutes comme ça pour le préparer. Des questions dans la salle. Merci. Oui, monsieur. Ah, les micros ne sont pas revenus. Je voudrais vous poser une question. Les Échos ont publié il y a 2 jours le pourcentage des détenus dans les sociétés de ce qu'ils appellent le secteur numérique, c'est-à-dire Google, enfin toutes les grandes sociétés. Le pourcentage pardon ? de capital, de capitalisation, c'est-à-dire que les États-Unis ont aujourd'hui 85% du total des capitalisations dans ce secteur. L'Europe en a 2%. Ouais. Est-ce que vous voyez ça comme une menace ? Est-ce que c'est indifférent ? En tout cas, les chiffres sont d'une telle. Moi, quand je les ai vus, j'aurais eu 0 à la réponse, parce qu'on aurait imaginé qu'avec tout le passé, justement, des sociétés qu'on avait dans ce secteur, on puisse arriver à des chiffres qui ne soient pas 2%. Après le 2%, il y a l'Asie qui monte pour faire le reste, il y a encore 10%. Enfin, vous voyez, en tout cas, l'Europe n'existe pas dans toutes les sociétés que l'on connaît tous les jours, que ce soit Google, Facebook, Amazon. On n'a rien du tout en pourcentage de capitalisation de ce secteur. Est-ce que vous voyez ça comme une grande menace ou c'est pas un blocage ? En tout cas, moi, je ne comprends pas ces chiffres. C'est un domaine dans le digital où les choses vont très vite
et où le symptôme du winner takes it all est encore plus vrai qu'ailleurs, parce que c'est très dur de garder dans ce secteur des parts modérées, on va dire. Le vainqueur, il va récupérer tout. Google, Amazon, Facebook, Apple, les GAFA, comme on dit, ça représente une concentration phénoménale et ça continue. Ça se passe dans un écosystème où l'investissement et la prise de risque est considérable et où il y a à fond qu'est-ce qu'on va dire, les intérêts privés qui rencontrent les intérêts universitaires et ça marche extrêmement bien. On sait bien qu'en termes de quelqu'un dans le domaine du digital, j'en ai rencontré paquet dans les dernières années, qui veut monter sa start-up et cherche des investisseurs à produit égal pourra trouver 10 fois plus d'investissements aux États-Unis qu'en Europe. Il y a une question de prise de risque qui va avec ça. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Beaucoup de ces boîtes avec énorme capitalisation utilisent de manière importante de la matière grise qui est importée d'Europe. C'est quelque chose qui doit aussi faire réfléchir. Je ne sais pas, votre question c'est savoir si les chiffres, je les trouvais inquiétants ou indifférents. Le chiffre est inquiétant, c'est quelque chose à prendre très au sérieux, ça, bien sûr. Il n'y a pas longtemps, dans un autre événement auquel on participait à Europa Nova, il y avait une séance organisée en partenariat avec Microsoft Italie à Venise sur la question de la réglementation dans le domaine du digital et on donnait la parole à des jeunes pour donner des suggestions sur la façon d'améliorer l'écosystème de l'investissement digital en Europe. On a vu, c'était très clair dans la journée d'ailleurs, on faisait parler les politiques et les jeunes entrepreneurs qu'il fallait absolument laisser la parole aux jeunes entrepreneurs dans ce domaine-là, et écouter ce qu'ils disaient. Et pas les politiques classiques du moins. Merci. Une autre question, oui. Oui, Alexis Trouillas. Moi, je suis enseignant, j'enseigne la mathématique. Je vous rends honneur en disant ça, et j'y crois beaucoup. Pourquoi je dis la mathématique? Parce que au fil du temps, les choses se sont spécialisées. On a perdu de vue la beauté, justement, globale des choses, des liens qu'il y avait entre la mathématique et la musique. Par exemple, les élèves aujourd'hui ne savent pas qui était Pythagore. Ils sont persuadés que c'était un timbré du triangle. et ils ne savent pas que c'était juste un génie absolu qui est le tronc commun de toute la philosophie, en fait. Et qui, à son époque, la science, la connaissance, c'était une aventure. Il allait se former chez un maître en Égypte, après il partait. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire, un peu comme ce qu'on peut ressentir lorsque vous parlez de la science, vous voyez, dans l'Europe entière. Et est-ce que c'est pas aussi comme ça qu'on peut redonner le goût, susciter des vocations? Moi, je sais quand je dis que Pythagore, par exemple, a complètement créé l'univers musical, qu'une guitare est faite comme ça à cause de lui, et que c'est lui qui a conçu tout le système de musique. Les jeunes ouvrent des yeux écarquillés, émerveillés. Et j'aimerais juste que vous développiez peut-être. Oui, je vais commenter juste pour dire que il est vrai qu'il y a cet oubli, et pas qu'au niveau des élèves. Hein. Ça, là, vous êtes en train de parler de la question de la culture scientifique, et une science justement intégrée à la philosophie, à notre monde. Alors, pour la philosophie, certains vont mettre Pythagore en premier, d'autres mettront Thalès, mais en tout cas, ils vont s'accorder sur le fait que c'est quelque part en Grèce, qui est la naissance de la mathématique où on l'entend maintenant, et de la philosophie au sens où on l'entend maintenant. Cet oubli peut-être des élèves, ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y a aussi ceux qui devraient savoir tout ça. Puisque vous y allez sur le terrain de l'héritage des mathématiciens grecs, je vous recommande la lecture de cet ouvrage qui doit encore être en kiosque, un numéro de Géo spécial Histoire, Grèce antique. Et ce qui est remarquable dans ce numéro Géo spécial Histoire, c'est ce que vous n'y trouvez pas. Et ce que vous n'y trouvez pas, c'est le mot mathématique. Alors, parler de la Grèce antique sans prononcer le mot mathématique, c'est phénoménal, quoi. Je veux dire, la science a été inventée en Grèce, mais semble que dans les mains d'une rédaction orientée histoire-géographie, la science ce soit uniquement un pays de philosophie, de politique et d'art. Et là, il y a quelque chose de profond. C'est pas juste un oubli, c'est quelque chose que peut-être on a
que les gens ont oublié, pas maintenant, mais depuis très longtemps. Alors je passe mon temps à m'adresser justement à des publics de non-mathématiciens et de non-scientifiques dans mes livres, dans mes conférences et ainsi de suite, pour bien montrer que ça fait partie de l'héritage et de l'identité commune culturelle. Et juste, si vous permettez, vous aviez évoqué le lien entre la poésie et la mathématique. Est-ce que rapidement, vous pouviez juste dire quelques mots là-dessus, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Ah oui, ça c'est important. Je faisais ça, je parlais de ça aussi l'été dernier dans la pré-inauguration de la Fondation Louis Vuitton, qui, elle, n'avait pas du tout l'air de considérer ça comme un petit divertissement, mais comme quelque chose de très important. Mathématiques et poésie en 3 mots. Premièrement, création. La poésie, c'est étymologiquement même, c'est le genre littéraire dans lequel vous créez un univers. Et mathématiques, c'est le genre dans lequel vous recréez une copie ou un reflet abstrait de l'univers qui nous entoure. On le voit très bien dans des œuvres cinématographiques d'ailleurs. Gravity, à coup de mathématiques, parce que si vous faites une image de synthèse, vous pouvez changer les règles de la nature, recréer votre propre univers avec comme ça une dimension poétique. Deuxième lien très important entre mathématiques et poésie, c'est le rôle des contraintes. Contraintes, c'est toujours important en sciences, c'est important en innovation, c'est important aussi en pédagogie, et c'est l'un des problèmes américains le système américain que de ne pas arriver à imposer suffisamment de contraintes à ses élèves d'ailleurs. Alors la poésie, c'est le genre littéraire le plus contraint traditionnellement, que ce soit quand c'est basé sur des rimes ou quand c'est basé sur des agencements rythmiques, et la mathématique, c'est aussi la science la plus contrainte, où tout doit être démontré logiquement. Le problème célèbre, le problème ouvert le plus célèbre en mathématiques aujourd'hui, et depuis 100 ans, c'est l'hypothèse de Riemann. Il s'agit de savoir si certains points sont alignés dans le plan complexe. On a fait la vérification expérimentale pour je crois, des milliers de milliards de points. Mais la mathématique, c'est la seule discipline dans laquelle 1 millier de milliards d'indices concordants ne vaut pas preuve. Une contrainte donc extrême. Et quelque part, plus il y a de contraintes, plus vous êtes forcé à être créatif. C'est aussi ça qu'on voit en poésie comme en mathématiques. Et le troisième point commun, c'est la force accordée à la notion de mot et d'évocation. En mathématiques, un mot, c'est tout plein de choses avec des définitions très précises. Des fois, vous mettez une page entière à définir ce que veut dire le mot. Et en poésie, un mot, c'est pas juste un mot, c'est tout un monde qui s'ouvre, qui est censé s'ouvrir dans l'esprit du lecteur. Donc ça, ce sont les 3 points communs importants entre mathématiques et poésie. Et ça donne beaucoup d'amplitude. Monsieur ? Donc, Timothée Ferras, moi je travaille sur un projet de start-up assez révolutionnaire qui vise à diminuer drastiquement les problèmes de risques psychosociaux en entreprise par le digital. Ma question, en fait, elle est sur ce qui me semble être un problème. Je ne sais pas si c'est un problème mathématique qui touche à l'éducation. J'ai constaté, je pense que je ne dois pas être le seul, qu'aux États-Unis, il est assez le système de recherche universitaire et scolaire permet de capter les intelligences et les cerveaux à peu près partout, dans toutes les États-Unis, alors que le système français relativement élitiste peut passer à côté des intelligences et leur permettre de se développer. Alors, quelle serait la bonne formule mathématique, s'il en existe une, pour résoudre ce problème? Le système américain a 3 grandes forces. Premièrement, il est capable de mettre en œuvre avec souplesse des grands moyens quand il y a besoin, de donner à une personne une équipe complète, des gros salaires et tout ce que vous voulez. Deuxièmement, il est basé sur... il donne confiance aux jeunes, c'est à peu près la seule chose qu'il leur apporte, mais ça c'est énorme. Vous êtes les meilleurs, vous allez réussir, et si vous ratez, c'est pas grave, vous allez continuer encore et encore et encore, sacrifiant les contenus pour la construction de la personnalité. En Europe, c'est le problème inverse. Et le troisième gros avantage du système, la troisième grande force du système universitaire américain, c'est cette faculté de melting pot. Un laboratoire américain, vous avez tout. Des Pakistanais, des Chinois, des Sud-Américains qui travaillent tous ensemble, des Européens de l'Est. Et ça fait tellement longtemps que c'est comme ça que l'habitude, le pli est bien pris. Le système européen est ouvert, mais l'intégration est plutôt moins facile. Et au sein de l'Europe, la France est un pays qui est encore plus relativement fermé, dans les 2 sens d'ailleurs. Il y a beaucoup moins d'évaporation de fuite des cerveaux que ce qu'on dit, mais aussi moins d'arrivées que ce que ça pourrait. Alors, il y en a quand même pas mal. Je pense que c'est les thèses, les étrangers en thèse en France, c'est peut-être 40%. Enfin, un gros chiffre de ceux qui font une thèse. Mais quand vous allez dans un laboratoire américain, le chiffre, évidemment, il est bien plus élevé que ça. Mon premier cours à Atlanta sur
sur une dizaine d'élèves, sur une vingtaine d'auditeurs, peut-être moitié d'élèves, moitié de collègues, moitié de profs. Il y a eu 2 ou 3 Américains à tout casser. Hein. Tout le reste, c'était de l'importation. Et encore, c'était il y a 15 ans. Je pense que maintenant, ça serait encore plus le pourcentage. Donc, il y a pour améliorer le système en Europe, il y a plusieurs choses. Il y a une question de discours. Il faut s'habituer au discours selon lequel un étudiant qui vient travailler en France, c'est une richesse à vie pour le pays. Américain, c'est très fort pour ça aussi. On le voit. Filez votre dossier de visa, l'ambassade, ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, professeur Villani. Ah, c'est très très bien, vous venez à l'université. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, vous en très bien, on va s'occuper de tout. Il y a vraiment cette différenciation. Hein. Selon que si ce sont des étudiants qui viennent, le régime ne sera pas le même que si ce sont d'autres étrangers. La circulaire Guéant, c'était le sommet de ce qu'on a atteint comme absurdité en France à une époque. On est revenu là-dessus. Tout n'est pas rose, mais au niveau simplement des procédures, des visas, il y a une amélioration. C'est loin d'être rose, mais il y a une amélioration. Et puis après, c'est des choses de discours ambiant. Dernière question, c'était, j'ai vu tout à l'heure, là-bas, oui, monsieur. Oui, bonjour. Je me posais une question en fait sur la question de confiance, c'est-à-dire en fait est-ce que la confiance finalement des citoyens vis-à-vis des décideurs ou vis-à-vis des institutions est une cause ou une raison de la difficulté de répondre à la question qui est posée, c'est-à-dire du rapprochement des sciences avec est-ce que le manque de confiance, c'est ça la... Est-ce que c'est une cause ou une raison? C'est-à-dire en gros, est-ce que c'est-à-dire est-ce que les scientifiques finalement ont envie de s'exprimer et de prendre la place que vous pensez pouvoir être importante qu'ils n'ont pas aujourd'hui? Est-ce que les scientifiques eux-mêmes ont confiance pour pouvoir apporter ce rôle, ou est-ce qu'au contraire, c'est le fait qu'ils ne soient pas acceptés? C'est une cause ou une raison? D'habitude, le respect accordé aux scientifiques est très important. Et c'est partout en Europe. C'est partout en Europe, et on voit, par exemple, il n'y a pas d'équivalent. Par exemple, en tant que scientifique visible, j'ai rencontré à peu près tous les rouages de l'État, les conseils, les ministres, le président de la République et tout ça. Ce serait très différent pour un scientifique américain. L'accès serait beaucoup plus difficile. Il y a une confiance un peu partout qui m'a été témoignée par toutes sortes de métiers, d'institutions. Il faut voir un cas, par exemple, comme celui de Stephen Chu, qui était conseiller secrétaire d'État à l'énergie pour le président Obama. À chaque nouvel article qu'il publiait, il se prenait un procès de la part d'un groupe de pression qui voulait prouver qu'il était en conflit d'intérêts. Il voyait ses notes interceptées et remplacées par des espions infiltrés dans son département d'État, réellement. Des espions au service de lobby. Donc cette notion de confiance accordée aux scientifiques, elle est bien plus forte en Europe. La confiance est bien plus forte. Vous avez aussi, bien sûr, aux États-Unis, des mouvements organisés de lobby pour défendre le fait que le climat, que c'est pas garanti que le climat est en train de se réchauffer, et ainsi de suite. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est extrêmement dangereux pour la planète entière, parce que c'est un pays avec un impact environnemental énorme, dans un monde qui est dans une crise environnementale phénoménale. On a l'impression qu'on est en crise économique, mais c'est rien du tout par rapport à la crise environnementale qui est en cours. Et il y a toutes sortes d'organisations politiques et industrielles aux États-Unis qui s'occupent à faire en sorte qu'on ne se rende pas compte. De ce point de vue-là, la situation en Europe est beaucoup plus saine. Il y a des polémiques, il y a des controverses, il y a des questions. Il y en a sur les OGM et des choses comme ça, mais on n'est pas du tout dans le même degré hystérique que ce qu'on peut trouver aux États-Unis. Alors ensuite, et le dernier truc que je voulais dire, c'est pas aux scientifiques de prendre la place des politiques. On le voit d'ailleurs dans les conseils stratégiques de la recherche, comme celui où je suis en France, ou comme quand on demande aux scientifiques de plancher sur l'organisation de la recherche, le résultat n'est pas très convaincant d'habitude. C'est un autre job. C'est un autre job, et ce sont des qualités différentes. Il y en a qui sont bons politiques et bons scientifiques à la fois. Mon institut a été fondé par Émile Borel, qui était à la fois un grand politique et un grand scientifique. Mais c'est pas tellement corrélé. C'est pas tellement corrélé. Et si vous faites confiance aux scientifiques pour organiser le système de recherche, vous risquez d'être déçus.
La bonne notion, c'est trouver la bonne façon d'engendrer les espaces de confiance qui permettent aux uns et aux autres de s'exprimer. Merci Cédric Villani. Je rappelle simplement que demain matin, vous allez prendre l'avion pour aller à Rome, au Vatican, recevoir une médaille remise par la Commission pontificale des sciences pour vos travaux et vos recherches. Donc bravo et merci encore. Merci.